L'homme s'effondra sur le sol détrempé avec un bruit sourd qui résonna dans la rue déserte. Ses lèvres tremblaient d'une teinte bleuâtre effrayante, ses yeux roulant en arrière tandis que des convulsions secouaient son corps maigre contre le béton glacé. Une mousse blanche s'écoulait du coin de sa bouche, se mêlant à l'eau sale du caniveau. Ses mains griffaient l'asphalte avec désespoir, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait le sauver de ce moment final. La pluie tombait sans relâche sur Chicago, ce jeudi soir, transformant les rues en rivières tumultueuses. Le vent hurlait entre les immeubles abandonnés du quartier industriel, charriant l'odeur métallique de rouille et de misère. Personne ne circulait là après 9 heures du soir. Personne de sensé, du moins. C'était un territoire d'ombre, où l'espérance venait mourir avec les rêves. Elle arrêta brutalement la brouette. Le métal grinça bruyamment, protestant contre l'arrêt soudain. Ses doigts se crispèrent sur les poignets, les jointures blanchissant malgré sa peau sombre. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Pendant une seconde interminable, elle resta figée, observant le corps qui se débattait au sol à quelques mètres d'elle. Elle aurait pu continuer son chemin. Elle aurait dû continuer son chemin. C'est ce que toute personne sensée aurait fait, à cet endroit, à cette heure. Mais ses pieds n'obéirent pas à son cerveau. Au lieu de cela, ils commencèrent à la porter dans la direction opposée, l'entraînant vers l'homme agonisant. La brouette resta en arrière, oubliée sous la marquise brisée d'un magasin fermé depuis des années. Elle s'agenouilla à ses côtés sans réfléchir. L'eau glacée de la flaque imbiba aussitôt ses genoux, pénétrant le tissu mince de son pantalon usé. Le froid tranchait comme des couteaux, mais elle n'y prêta guère attention. Ses mains effleurèrent son visage, sentant la peau brûlante, fiévreuse, brûlant malgré la pluie glaciale. Ses yeux s'ouvrirent un instant. 2 sphères jaunâtres, vitreuses de douleur et de peur. Il tenta de parler, mais seul un râle rauque sortit de sa gorge. Elle vit alors les haillons qui couvraient son corps, les couches de vêtements sales et déchirés qui ne le protégeaient plus du froid. Elle vit les plaies ouvertes sur ses mains, ses ongles cassés, ses pieds nus gonflés et violacés. Elle reconnut en lui quelque chose de familier. Pas son visage, elle ne l'avait jamais vu. Mais ce regard. Ce regard de quelqu'un au bord de l'abîme, suspendu à un fil si mince que le moindre souffle de vent pouvait le rompre. Elle-même avait vu ce regard dans son miroir il n'y avait pas si longtemps. Elle savait exactement ce que signifiait être à un pas de tout abandonner. Elle ôta son manteau d'un geste rapide. C'était sa seule protection contre le froid de cette nuit, la seule barrière entre elle et la pneumonie qui menaçait déjà ses poumons fatigués. Mais elle n'hésita pas. Elle enveloppa le corps tremblant de l'homme avec le tissu, tentant de lui offrir un peu de chaleur, un peu de dignité dans ce moment terrible. Il toussait maintenant, une toux profonde venant du fond de la poitrine, chargée de glaire et de sang. Son corps se convulsait à chaque spasme, se repliant sur lui-même dans l'agonie. Elle soutint sa tête, l'empêchant de heurter le sol. Ses bras tremblaient sous l'effort, mais elle resta ferme. Elle avait besoin d'aide. Elle devait appeler quelqu'un. Ses doigts tremblants cherchèrent son téléphone dans la poche de son pantalon. C'était un vieil appareil, l'écran fendu en 3 endroits, mais qui fonctionnait encore. Du moins quand il restait du crédit. Elle le déverrouilla difficilement, ses doigts mouillés glissant sur le verre brisé. 2,50 $ de crédit. C'était tout ce qui lui restait jusqu'à la fin du mois. Cet argent était réservé pour une urgence concernant sa fille. Pour ce moment où elle devrait appeler l'école, l'hôpital, ou n'importe quel endroit lié à la sécurité de l'enfant. Mais elle regarda de nouveau l'homme mourant dans ses bras et n'hésita pas. Elle composa le numéro des urgences. L'appel se connecta après 3 longues sonneries. La voix de l'opérateur résonna métallique et lointaine à l'autre bout du fil. Elle donna l'adresse d'une voix tremblante, décrivit la situation aussi vite qu'elle le put. L'opérateur posa des questions qui semblaient interminables. Elle répondit à toutes, sentant ses crédits s'évaporer seconde après seconde. Quand elle raccrocha, le téléphone affichait 0 crédit. Elle le rangea dans sa poche, sentant le poids de sa décision. Elle n'aurait plus aucun moyen d'appeler pendant les 15 prochains jours. Elle était désormais totalement isolée, dépendante d'elle seule pour résoudre tout problème qui surviendrait. Mais l'homme respirait encore. Difficilement, chaque inspiration grinçant comme une scie rouillée, mais il était vivant. Alors, elle ouvrit la gamelle qu'elle avait dans la brouette. Elle était allée chercher ce repas plus tôt à la cuisine communautaire, avant de commencer son tour de vente dans la rue. C'était le dîner pour elle et sa fille. Riz, haricots et 2 petits morceaux de poulet. Rien d'exceptionnel, mais tout ce qu'elles avaient pour la soirée. La fillette attendait à la maison, affamée, comptant les minutes avant le retour de sa mère. Mais l'homme avait plus besoin qu'elle. Elle le vit dans ses yeux, dans la manière dont son corps dépérissait sur ce sol mouillé. Elle prit la fourchette en plastique et souleva un peu sa tête. Elle commença à lui donner de petites bouchées,
lentement, avec soin pour qu'il ne s'étouffe pas. Il mangeait comme un animal affamé, désespéré, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. À chaque bouchée, elle pensait à sa fille. Elle voyait son petit visage, ses grands yeux confiants, attendant sa mère avec le repas. Elle pensa à la façon dont elle expliquerait qu'il n'y avait pas de dîner ce soir. À la façon dont la fillette irait se coucher le ventre vide, encore une fois, parce que sa mère avait donné la nourriture à un inconnu dans la rue. Mais elle continua de nourrir l'homme, incapable de s'arrêter. Quand la gamelle fut vide, elle la rangea dans la brouette. L'homme avait cessé de convulser. Sa respiration restait difficile, mais plus régulière désormais. Il la regardait avec une gratitude déchirante. Il tenta de saisir sa main, mais n'en eut pas la force. Elle prit la sienne entre les siennes, la serra doucement, un geste qui disait tout sans mots. Les sirènes commencèrent à retentir au loin. Le son se rapprochait, résonnant dans les rues désertes. Un immense soulagement l'envahit. L'ambulance arrivait. Il allait recevoir une véritable aide, celle qu'elle ne pouvait pas lui donner. Une aide qui pourrait lui sauver la vie. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un avait tout vu. De l'autre côté de la rue, protégé par l'obscurité et la pluie, un homme observait toute la scène depuis une voiture noire luxueuse. Il sortait tard d'une réunion du conseil, épuisé par des discussions interminables sur des fusions et acquisitions. Il avait décidé de conduire seul, renvoyant son chauffeur, voulant un moment de paix avant de rentrer dans son manoir vide. Mais la paix ne vint pas. À la place, il assista à quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Une bonté authentique. Un véritable sacrifice. Une femme qui avait donné tout ce qu'elle avait, sans hésiter, sans rien demander en retour, pour sauver la vie d'un parfait inconnu. Quelqu'un que la société avait jeté comme un déchet, mais qui pour elle avait encore de la valeur, méritait encore de vivre. Il resta là, les mains serrant le volant en cuir, observant l'arrivée de l'ambulance. Il vit les secouristes descendre en courant, portant leur matériel. Il vit la femme tout expliquer rapidement, désignant l'homme, gesticulant pour décrire la scène. Il la vit quand ils l'installèrent enfin sur une civière et l'emmenèrent dans l'ambulance. La femme resta seule sous la pluie, trempée jusqu'aux os. Elle reprit la brouette et commença à la pousser dans la rue, les épaules courbées par la fatigue et le froid. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle tremblait violemment, ses dents claquant de façon incontrôlable. L'homme dans la voiture prit une décision à ce moment-là. Une décision qui changerait tout. Il ouvrit la portière et sortit sous la pluie, son costume italien à $3000 trempé instantanément. Il s'en moqua. Il commença à marcher vers elle, le cœur battant plus vite que lors de n'importe quelle réunion d'affaires. Elle était si épuisée qu'elle n'entendit même pas ses pas approcher. Elle ne s'aperçut de sa présence que lorsqu'il parla, sa voix ferme tranchant le bruit de la pluie. Elle se retourna, effrayée, les yeux écarquillés, prête à fuir si nécessaire. Mais quelque chose dans son regard la fit s'arrêter. Ce n'était pas de la pitié, ni de la condescendance. C'était du respect. Il se présenta simplement, sans titre pompeux ni patronyme prestigieux. Il proposa son aide, mais autrement. Pas de l'argent comme aumône. Un travail. Une opportunité. Il expliqua qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son fils, quelqu'un qui possédait le cœur qu'il venait de voir à l'œuvre dans cette rue sombre. Elle le regarda d'abord avec méfiance. Elle connaissait trop bien les pièges que le monde tendait aux gens comme elle. Elle savait que tout ce qui brille n'est pas or, surtout quand cela vient d'hommes riches offrant une salvation facile. Mais il y avait en lui quelque chose, une sincérité dans ses yeux qu'elle ne pouvait ignorer. Et elle avait en besoin, désespérément, d'une chance. Elle accepta d'écouter. Il expliqua qu'il avait un jeune fils qui souffrait depuis la mort de sa mère. Le garçon ne parlait plus, ne souriait plus, vivait enfermé dans sa chambre comme un fantôme de l'enfant qu'il avait été. Tous les professionnels qu'il avait engagés avaient échoué à l'atteindre. Mais, voyant ce qu'elle venait de faire, il croyait qu'elle pourrait ramener un peu d'humanité dans cette grande maison vide. Elle pensa à sa fille, à la petite chambre qu'elle partageait, aux factures en retard, à la peur constante d'être expulsée. Elle pensa aux nuits passées affamées, aux vêtements trop petits qu'elle ne pouvait remplacer. Elle pensa à toutes ces fois où son cœur se brisait en regardant sa fillette, incapable de lui offrir une vie meilleure. Et elle dit oui. Elle dit oui sans savoir vraiment dans quoi elle s'engageait. Elle dit oui parce que parfois, la seule option est de tout risquer ou tout perdre de toute façon. Il sourit pour la première fois, un sourire qui illumina son visage fatigué. Il lui donna une carte avec une adresse et un numéro de téléphone, lui demanda de venir le lendemain matin. Elle serra la carte comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Peut-être l'était-elle. Peut-être que ce bout de papier représentait la différence entre survivre et vraiment vivre. Entre seulement exister et espérer à nouveau.
Elle la rangea dans la poche la plus sûre de son pantalon et reprit sa marche sous la pluie. Quand elle arriva chez elle 2 heures plus tard, sa fille était encore éveillée. La petite courut l'embrasser, ses bras maigres la serrant fort. Elle la serra à son tour, laissant enfin les larmes couler, maintenant qu'elle était en sécurité. Elle expliqua qu'il n'y avait pas de dîner, prête à voir la déception dans les yeux de l'enfant. Mais la fillette sourit simplement et dit que ce n'était pas grave, qu'elle savait l'une l'autre et que c'était suffisant. Cette nuit-là, allongés ensemble sur le matelas mince posé au sol, elle parla à sa fille du nouveau travail. De la chance qu'on leur avait donnée. La petite s'enthousiasma, posant 1000 questions sur la nouvelle maison, sur le garçon qu'elle allait rencontrer. Elle répondit autant qu'elle le put, taisant les inquiétudes qui la tenaient éveillée. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre ce qui se passera quand cette mère célibataire entrera dans le monde des riches et découvrira que tout n'est pas ce qu'il paraît être. L'aube apporta un ciel clair après la tempête. Elle se leva tôt, prépara les quelques vêtements corrects qu'elle possédait et apprêta sa fille. Elles prirent le bus qui traversait la ville, changeant 3 fois de ligne avant d'arriver dans le quartier indiqué sur la carte. Les maisons là-bas n'avaient rien à voir avec tout ce qu'elles avaient connu. Grandes, immenses, entourées de hauts murs et de portails en fer ouvragé. Quand elles trouvèrent enfin le bon numéro, elle dut appuyer 5 fois sur l'interphone avant d'avoir le courage de parler. Une voix féminine répondit, ennuyée et légèrement irritée. Elle donna son nom, expliqua qu'elle avait été invitée. Un long silence suivit, puis le portail commença à s'ouvrir dans un bourdonnement mécanique. Elles entrèrent main dans la main, leurs yeux écarquillés devant tant de luxe. Le jardin s'étendait sur des mètres et des mètres, avec des fontaines, des statues et des fleurs de toutes les couleurs. La maison au fond ressemblait à un palais, toute de verre et de marbre blanc, étincelant sous le soleil du matin. Elle serra la main de sa fille plus fort, l'estomac noué par le trac. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle ne l'atteigne. Une femme apparut, grande, mince, vêtue de vêtements chers qui criaient la richesse. Elle les toisa de haut en bas avec une expression qui disait clairement ce qu'elle pensait de ce qu'elle voyait. Mais elle ne dit rien, fit seulement un geste sec pour les faire entrer. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Plafonds immenses, lustres de cristal suspendus, sol en marbre reflétant tout comme des miroirs. Elle craignait de toucher à quoi que ce soit, de respirer trop fort et de briser quelque chose qui valait plus que tout ce qu'elle gagnerait dans une vie entière. Sa fille, moins impressionnée par le luxe, regardait autour d'elle avec une curiosité innocente. La femme les conduisit jusqu'à un immense salon au canapé blanc qui semblait n'avoir jamais servi. Elle leur ordonna d'attendre là. Elles s'assirent au bord d'un canapé, raides, mal à l'aise dans un tel environnement. Les minutes passaient lentement, chaque seconde pesant comme 1 heure. Puis il apparut. L'homme de la veille au soir. À la lumière du jour, elle put mieux le voir. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait cru, peut-être 40 ans. Grand, épaules larges, le genre d'homme qui imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Mais ses yeux étaient les mêmes que la veille. Fatigué, triste, chargé d'un poids invisible. Derrière lui venait un garçon. Petit, trop maigre, avec de profondes cernes qui n'auraient jamais dû exister sur un si jeune visage. Il marchait comme un robot, sans expression, sans vie. Elle sentit son cœur se serrer en le voyant. Elle reconnut une autre âme au bord de l'abîme, mais celui-ci tombait depuis plus longtemps. L'homme fit les présentations formelles. Expliqua les règles de la maison, les horaires, les responsabilités. Elle écouta attentivement, posant des questions si nécessaire. Mais sa véritable attention allait au garçon. Elle observait comment il ne regardait personne, comment ses épaules se courbaient comme s'il portait le monde entier. Sa fille, sans comprendre les protocoles ni les barrières sociales, se leva du canapé et alla directement vers le garçon. Elle lui tendit la main et se présenta avec la simplicité naturelle des enfants. Le garçon leva les yeux 1 seconde, surpris, avant de les baisser de nouveau. Mais quelque chose se passa dans ce court instant. Une infime étincelle de connexion, si petite qu'elle aurait pu être une illusion. La femme qui les avait accueillis revint dans le salon à ce moment-là. Sa présence changea aussitôt l'atmosphère. Elle leur lança un regard glacé, puis se tourna vers l'homme et commença à parler d'une voix basse mais clairement contrariée. Elle ne put entendre les mots, mais le ton suffisait. Elles n'étaient pas les bienvenues. Elles n'étaient pas désirées. Les premiers jours dans le manoir passèrent comme un flou confus. Elle se réveillait chaque matin en panique, désorientée, s'attendant à voir les murs fissurés de la petite chambre étroite. À la place, elle trouvait une immense chambre, des draps doux, la lumière douce filtrant à travers les lourds rideaux. Il lui fallait quelques secondes pour se rappeler où elle était, pour réaliser que c'était réel et non un rêve qui disparaîtrait à tout moment. Sa fille s'adapta plus rapidement. Les enfants ont cette étrange capacité à accepter des changements qui paralysent les adultes.
Elle explorait la maison avec une pure curiosité, touchant à tout, posant des questions interminables. Elle courait dans les larges couloirs, émerveillée par l'écho de ses propres pas. Elle sautait sur les grands lits, riant de cette manière insouciante que seuls les innocents possèdent. Le garçon restait silencieux. Il observait l'agitation de la fillette de loin, les yeux suivant chacun de ses mouvements, mais le corps restait rigide et distant. Elle tenta de s'approcher de lui à plusieurs reprises durant les premiers jours. Elle proposa des conversations, des jeux, des histoires. Il acceptait tout par de simples hochements de tête, mais ne participait pas vraiment. C'était comme s'il était présent physiquement, mais absent à tous les autres niveaux. Pendant les repas, le silence à table était suffocant. Le garçon picorait sa nourriture sans réel intérêt, les épaules affaissées, les yeux fixés sur son assiette. Son père essayait d'engager la conversation, mais abandonnait après des réponses monosyllabiques. Sa fille essayait de combler le vide avec un bavardage enthousiaste sur de petites choses, mais même son énergie contagieuse ne parvenait pas à briser complètement cette atmosphère pesante. La femme qui les avait accueillis le premier jour était une présence constante. Elle découvrit qu'elle s'appelait Béatrice et qu'elle était sa cousine. Elle vivait dans le manoir depuis des années, bien avant son mariage. Elle occupait un poste important dans l'entreprise familiale, bien qu'il ne fût jamais clair exactement ce qu'elle faisait. Elle était toujours impeccablement vêtue, toujours avec cette expression de supériorité à peine dissimulée. Béatrice ne cachait pas son antipathie. Elle faisait des commentaires subtils mais tranchants sur les vêtements, l'accent, les manières à table. Rien d'assez agressif pour être confronté directement, mais suffisamment constant pour faire passer le message. Vous n'appartenez pas ici. Vous n'appartiendrez jamais ici. Vous êtes une intruse dans notre monde et tout le monde le sait. Les autres employés suivaient l'exemple de Béatrice. Ils étaient polis quand il le fallait, mais distants. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Des regards étaient échangés que la nouvelle venue ne parvenait pas à interpréter complètement, mais elle savait qu'ils n'étaient pas amicaux. La seule exception était une gouvernante plus âgée, qui offrait parfois de petits sourires quand personne ne regardait. Il passait la majeure partie du temps à travailler. Il partait tôt et rentrait tard, enfermé dans son bureau lorsqu'il était à la maison. Elle le voyait peu, hormis lors des dîners formels et de brèves rencontres dans les couloirs. Il demandait comment se passaient les choses avec le garçon, elle répondait honnêtement que c'était difficile mais qu'elle essayait. Il acquiesçait avec une expression fatiguée et s'en allait. C'est durant la 2e semaine que les choses commencèrent à changer avec le garçon. Sa fille, avec la persévérance typique des enfants qui ne comprennent pas le rejet, continuait à essayer de l'impliquer dans des jeux. Un jour, elle trouva un vieux ballon dans le jardin et commença à le lancer contre le mur. Le garçon était assis sur un banc proche, observant avec cette expression vide qu'il affichait toujours. La fillette lança le ballon d'une manière étrange et celui-ci rebondit directement vers lui. Il le saisit par réflexe, le tenant entre ses mains. Il regarda le ballon comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. La fillette courut vers lui pour le reprendre, mais eut alors une meilleure idée. Elle lui demanda de le lancer vers elle. Juste le lancer. Il hésita longuement. Puis, presque mécaniquement, il renvoya le ballon. C'était un jet faible, à peine coordonné, mais c'était quelque chose. La fillette célébra comme s'il avait accompli un exploit incroyable. Elle renvoya le ballon. Il le saisit de nouveau. Et lança encore. Ainsi commença quelque chose de petit mais significatif. Elle observa tout depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur serré. Ce n'était que 2 simples passes de ballon. Rien d'extraordinaire. Mais elle vit quelque chose dans les yeux du garçon qui n'y était pas auparavant. Une toute petite étincelle d'intérêt. De connexion. De vie revenant là où il n'y avait auparavant que vide. Dans les jours suivants, la fillette persista. Elle possédait ce don naturel de ne pas abandonner les gens. Chaque jour, elle retrouvait le garçon, inventait de nouveaux jeux, de nouvelles activités. Il résistait de moins en moins. Il commença à répondre quand elle parlait. Les petits hochements devinrent des mots isolés. Les mots isolés finirent par former de courtes phrases. Béatrice observait tout avec irritation croissante. Elle faisait des commentaires pendant le dîner sur la nécessité d'activités structurées pour des enfants de cet âge, et non de courir sauvagement dans le jardin. Sur le fait qu'une éducation appropriée impliquait discipline et contrôle, et non cette liberté chaotique. Sur certaines influences pouvant nuire au développement adéquat. Les mots étaient destinés à son mari, mais les yeux de Béatrice étaient toujours fixés sur elle lorsqu'elle parlait. Le message était clair. Sa fille est une mauvaise influence. Ses méthodes sont inappropriées. Sa présence cause plus de mal que de bien. Et lui, fatigué et surchargé, semblait parfois prendre ses paroles au sérieux. Un après-midi, elle rangeait la chambre lorsqu'elle entendit des voix élevées dans le couloir. Elle reconnut celle de Béatrice
aiguë et insistante. Celle de son mari répondit, plus basse mais tendue. Elle ne devait pas écouter. Elle le savait. Mais elle resta figée, incapable de bouger, captant des fragments de la conversation. Béatrice disait que tout cet arrangement était une erreur terrible. Qu'il avait amené des étrangères complètes dans la maison à un moment de vulnérabilité émotionnelle. Qu'il ne savait rien de leur passé, de leur véritable motivation, de ce qu'elles voulaient réellement. Qu'il était naïf, permettant à des profiteuses de le manipuler à travers le fil. Qu'au final, tout le monde serait blessé, surtout le garçon. Il répondit quelque chose qu'elle n'entendit pas complètement. Mais le ton était défensif, ce qui signifiait que les mots de Béatrice avaient pénétré. Planté des doutes. Elle sentit son estomac se nouer. Elle avait cru gagner du terrain, prouver sa valeur. Mais elle se trompait peut-être. Elle était peut-être sur le point de tout perdre de nouveau. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta allongée, regardant le plafond, écoutant la respiration douce de sa fille dans la chambre voisine. Elle pensa à toutes les fois où elle avait obtenu un peu de stabilité pour la voir lui échapper. Tous les emplois qu'elle avait perdus pour des raisons hors de son contrôle. Tous les endroits qu'elle avait dû quitter faute de moyens. Toutes les promesses brisées par ceux qui avaient juré que cette fois serait différente. Elle commença à élaborer des plans de contingence mentalement. Où irait-elle si elles étaient expulsées? Combien d'argent avait-elle économisé? Combien de temps pourrait-elle tenir avant d'accepter n'importe quel travail qui se présenterait? L'angoisse grandissait dans sa poitrine comme une créature vivante, écrasant l'air dans ses poumons. Elle connaissait bien cette sensation. Elle avait été sa compagne constante pendant des années. Le lendemain matin, elle décida de confronter la situation directement. Elle le trouva dans son bureau avant son départ au travail. Elle frappa à la porte et attendit la permission d'entrer. Il la regarda surpris de la voir si tôt. Elle dit qu'elle devait parler de ce que Béatrice avait dit. Des doutes qui étaient clairement présents. Il soupira lourdement, passant la main sur son visage. Il admit que Béatrice avait soulevé des inquiétudes. Qu'il ne savait en réalité pas grand-chose sur elle, hormis ce qu'il avait vu cette nuit-là dans la rue. Qu'il misait tout sur son instinct et l'espoir. Mais ensuite, il la regarda avec ses yeux fatigués et dit quelque chose qui la prit au dépourvu. Il dit qu'il voyait une différence chez son fils. Pour la première fois depuis plus d'un an, le garçon montrait de vrais signes d'amélioration. Petit, mais existant. Et c'était plus que ce que tous les experts coûteux avaient réussi à faire. Alors oui, il avait des doutes. Il avait des peurs. Mais il avait aussi de l'espoir. Et l'espoir était devenu une denrée rare dans cette maison. Elle sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Ce n'était pas une confiance totale, pas encore. Mais c'était une ouverture. Une chance. La reconnaissance qu'elle faisait une différence, même petite. Elle lui promit qu'elle ne le décevrait pas. Qu'elle donnerait tout pour aider le garçon. Qu'elle comprenait ses inquiétudes mais lui demandait de continuer à lui faire confiance. Il acquiesça, mais la conversation laissa un poids entre eux. Il y avait une tension nouvelle. Elle percevait dans ses regards, dans les pauses avant de répondre à de simples questions, l'effet des paroles de Béatrice. Celle-ci avait semé des graines de doute qui pousseraient si elle n'était pas contrôlée. Béatrice intensifia ses efforts après cela. Elle commença à faire des commentaires devant les autres employés sur des choses supposément disparues. Rien de très important, juste de petits objets. Mais toujours quand elle était présente. Toujours sur ce ton qui suggérait sans accuser directement. Créant une atmosphère de suspicion sans preuve concrète. Les autres employés commencèrent à la traiter avec encore plus de froideur. Elle sentait des regards méfiants la suivre dans les couloirs. Les conversations s'interrompaient brusquement à son entrée. Ils commencèrent à verrouiller des portes qui restaient auparavant ouvertes. L'isolant de manière impossible à ignorer, mais difficile à confronter directement. Sa fille remarqua les changements. Elle demanda pourquoi les gens étaient si sérieux là-bas. Pourquoi personne ne souriait beaucoup. Pourquoi cette dame aux beaux vêtements les regardait toujours comme si elle avait senti quelque chose de mauvais. Elle tenta d'expliquer de façon qu'une enfant puisse comprendre. Que certaines personnes mettent du temps à accepter la nouveauté. Qu'il fallait être patient. Mais la vérité était plus compliquée. Ce n'était pas seulement accepter des nouveautés. C'était une question de classe, de pouvoir, et de qui croyait avoir droit d'être là. C'était un préjugé si enraciné qu'il ne le reconnaissait même pas. C'était protéger un territoire contre des envahisseurs perçus. Et elle, avec ses vêtements simples et son passé pauvre, était définitivement une envahisseuse à leurs yeux. Le garçon continua à progresser malgré tout. Ou peut-être grâce à tout. Sa fille créa une bulle protectrice autour des deux où les tensions des adultes ne pénétraient pas complètement. Ils jouaient, riaient, inventaient des mondes où rien de tout cela n'avait d'importance. Et à ces moments-là,
En les voyant ensemble, elle se souvenait pourquoi elle supportait tout. Un après-midi, la gouvernante plus âgée la tira de côté alors qu'elles étaient seules dans la buanderie. Elle regarda autour nerveusement avant de parler, la voix basse et urgente. Elle dit qu'il fallait se méfier de Béatrice. Que cette femme était dangereuse quand elle se sentait menacée. Qu'elle l'avait vue détruire des gens auparavant, toujours de manière qu'on ne pouvait relier directement à elle. Elle raconta des histoires d'employés précédents tombés en disgrâce dans des circonstances mystérieuses. De relations que Béatrice savait saboter. D'opportunités qu'elle avait bloquées pour quiconque elle voyait comme une concurrence. Elle dit que Béatrice la considérait comme une double menace. Menace pour sa position dans la famille et menace pour ses plans de tout contrôler éventuellement. Elle remercia pour l'avertissement, mais son estomac était noué. Elle s'attendait à de l'hostilité. Mais une hostilité active, délibérée, calculée pour détruire, c'était un tout autre niveau. Et si la gouvernante disait vrai sur Béatrice, elle était en bien plus grand danger qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement maintenir un emploi. C'était survivre à quelqu'un qui jouait un jeu beaucoup plus complexe. Elle commença à observer plus attentivement après cela. Elle regardait Béatrice avec de nouveaux yeux. Elle voyait les manipulations subtiles pendant les conversations. La façon dont elle contrôlait l'information, décidant ce qu'il savait et quand. Comment elle se positionnait toujours comme indispensable, toujours comme voix de la raison, toujours comme protectrice de la famille contre les menaces extérieures. Et elle commença à comprendre que Béatrice n'était pas seulement une cousine vivant aux dépens des autres. C'était une joueuse expérimentée dans un jeu de pouvoir avec des règles qu'elle ne connaissait même pas. Elle avait passé des années à construire sa position, créer la dépendance, éliminer la concurrence. Et maintenant quelqu'un était entré sur son territoire sans permission. Quelqu'un que son patron avait amené, placé près de son neveu, donnait accès à tout ce que Béatrice protégeait férocement. La guerre était déclarée. Elle ne s'était simplement pas rendue compte qu'elle en faisait partie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour reculer. Et le pire, c'était qu'elle combattait sans armes appropriées, sans connaissance du terrain, sans allié réel à part une gouvernante qui devait cacher sa sympathie par peur de représailles. Elle était complètement seule contre une adversaire disposant de toutes les ressources imaginables. Mais elle avait quelque chose que Béatrice n'avait pas. Une raison véritable d'être là. Elle n'était pas intéressée par le pouvoir, le statut ou le contrôle. Elle voulait aider un enfant qui en avait besoin et protéger sa propre fille. Et parfois, la motivation pure est plus forte que toutes les manipulations calculées du monde. Elle décida qu'elle n'abandonnerait pas, qu'elle ne serait pas intimidée, qu'elle ne permettrait pas qu'une femme amère et contrôlante l'expulse de l'endroit où sa fille avait enfin la sécurité. Si Béatrice voulait la guerre, il y aurait la guerre. Mais une guerre menée selon ses termes, pas ceux de Béatrice. Parce qu'elle avait survécu à des choses pires que les jeux de pouvoir de riches ennuyés. Et elle survivrait à cela aussi. Dans les jours suivants, elle garda la tête basse mais les yeux ouverts. Elle documenta tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait. Petites incohérences dans les histoires de Béatrice. Moments où le masque glissait. Preuve subtile que tout n'était pas comme la femme le présentait. Elle ne savait pas encore quoi faire de ces informations. Mais connaissant ses pouvoirs, et elle avait besoin de tous les avantages possibles. Un après-midi, le garçon demanda pourquoi tous les adultes semblaient si tendus dernièrement. Elle fut surprise qu'il ait remarqué, si absorbé qu'il semblait dans son propre monde. Mais les enfants perçoivent plus que ce que les adultes leur accordent. Ils captent les atmosphères, sentent les tensions, même sans en comprendre complètement la cause. Elle dit que parfois les adultes se disputent pour des choses futiles. Que ce n'était rien dont ils devaient se préoccuper. Que l'important était qu'il allait mieux, faisait des progrès, redevenait le garçon qu'il devait être. Il la regarda avec ses yeux trop vieux pour son visage jeune et dit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Il dit qu'il savait que tante Béatrice ne l'aimait pas, mais qu'il l'aimait, et que son père aussi, même s'il ne le disait pas beaucoup, et qu'il espérait qu'elle ne partirait pas comme les autres avant. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas si seul. Les larmes vinrent si vite qu'elle ne put les retenir. Elle serra le garçon dans ses bras, sentant qu'il rendait l'étreinte avec une force surprenante. À ce moment-là, tous les doutes disparurent. Toutes les inquiétudes sur le fait de faire la bonne chose s'évanouirent. Parce que ce garçon avait besoin d'elle. Vraiment besoin. Et elle ne l'abandonnerait pas, peu importe ce que Béatrice ou quelqu'un d'autre ferait. Quand ils se séparèrent enfin, ils avaient tous deux les yeux rouges mais souriants. Sa fille avait tout observé de loin, puis courut les rejoindre et les serra dans ses bras. Les trois restèrent là dans le jardin, enlacés, formant un petit cercle de protection mutuelle contre le monde hostile autour. Et pour ce moment, c'était suffisant. Mais elle savait qu'elle ne pouvait vivre seulement de moments. Elle avait besoin d'un vrai plan. Elle devait découvrir ce que Béatrice tramait exactement.
Parce que les femmes comme elle n'abandonnent pas simplement parce qu'un obstacle montre de la résilience. Elles escaladent, créent de nouvelles attaques, trouvent des points faibles à exploiter. Et elle devait être prête pour la prochaine attaque. Parce qu'elle viendrait. Elle en était absolument certaine. Béatrice attendait simplement le bon moment, rassemblant ressources, préparant un coup impossible à défendre. Et quand ce moment arriverait, elle devrait être prête. Non seulement pour se défendre, mais pour contre-attaquer. Pour exposer Béatrice telle qu'elle était réellement. Pour protéger non seulement elle-même, mais aussi les enfants qui dépendaient désormais d'elle. La bataille ne faisait que commencer. Et elle avait appris depuis longtemps que les survivants n'étaient pas forcément les plus forts, ni les plus riches, ni les plus puissants. Ils étaient les plus déterminés. Ceux qui refusent d'abandonner même lorsque toutes les probabilités sont contre eux. Ceux qui trouvent la force dans des endroits où les autres ne pensent même pas à chercher. Et elle était une survivante jusqu'aux os. La nuit la trouvait réveillée dans la cuisine, assise à la table avec une tasse de café froid entre les mains. Elle n'avait pas réussi à dormir après ce qu'elle avait découvert. Les paroles de la gouvernante résonnaient dans sa tête en boucle interminable. Il avait menti. Depuis le premier instant, chaque mot sorti de sa bouche était un mensonge soigneusement construit. Il n'était pas seulement un administrateur. Il était le propriétaire de tout. Le PDG de l'entreprise, l'homme dont le nom apparaissait dans les magazines économiques, dont les décisions faisaient bouger des marchés entiers. Et elle avait cru à son histoire comme une idiote. Elle avait fait confiance à ses yeux sincères, à cette manière humble de parler. Mais tout n'était que théâtre. Elle passa les jours suivants à tout observer avec un regard neuf. Chaque conversation, chaque geste, chaque mouvement dans la maison prenait un sens différent. Elle prêtait attention aux réunions qu'il tenait dans le bureau, aux appels qu'il recevait tard le soir, aux documents qu'il laissait éparpillés sur le bureau. Elle ne cherchait rien de précis. Elle apprenait simplement, absorbait, comprenait comment fonctionnait ce monde. Sa cousine devint plus agressive. Peut-être sentait-elle qu'elle perdait le contrôle de la situation. Elle commença à faire des commentaires de plus en plus venimeux, non seulement en privé, mais devant tout le monde. Pendant le dîner, elle lâchait des remarques sur la façon dont certaines personnes ne connaissaient pas leur place. Comme c'était triste de voir des opportunistes profiter de la bonté des autres. Elle supportait tout en silence. Chaque insulte, chaque regard de mépris, chaque tentative d'humiliation. Elle se mordait la langue jusqu'à sentir le goût du sang, mais ne réagissait pas. Car réagir serait tomber dans le piège. Ce serait leur donner exactement ce qu'ils voulaient, une excuse pour la chasser de là. Et elle ne partirait pas. Pas encore. Pas tant que sa fille était enfin dans une école décente, mangeait 3 repas par jour, dormait dans un vrai lit. Le garçon continuait de s'améliorer. La transformation était visible pour quiconque voulait voir. Il parlait plus maintenant, pas seulement avec la fille, mais avec tous. Il souriait de temps en temps, un petit sourire hésitant, mais sincère. Il avait commencé à jouer dans le jardin, à rire des blagues stupides que sa fille racontait. C'était comme s'il revenait peu à peu à la vie. Et cela compliquait tout. Car, aussi furieuse qu'elle fut contre son père, elle ne pouvait pas simplement partir et abandonner cet enfant. Le garçon s'était attaché à elle, il avait confiance en elle. Elle voyait dans ses yeux la même vulnérabilité qu'elle voyait dans ceux de sa propre fille. Elle ne pouvait pas simplement détruire cela par orgueil blessé. Il avait essayé de lui parler plusieurs fois. Il cherchait des moments seuls, inventait des excuses pour se trouver dans la même pièce. Mais elle esquivait, trouvant toujours une raison de sortir, d'être occupée, de ne pas avoir cette conversation qu'il voulait clairement avoir. Elle n'était pas prête. Elle ne savait pas encore quoi dire, quoi demander, si elle réussirait à garder son calme face à lui. Une nuit, elle descendit chercher de l'eau et trouva sa cousine dans le bureau. La porte était entr'ouverte, la lumière allumée formant un rectangle jaune dans le couloir sombre. Elle allait retourner dans sa chambre quand elle entendit des voix. Elle reconnut sa cousine parlant au téléphone, le ton conspirateur et bas. Elle resta là, cachée dans l'ombre, sachant qu'il était mal d'écouter, mais incapable de bouger. La cousine parlait d'elle. Des plans pour se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Elle mentionnait des documents qui pourraient être modifiés, des situations qui pourraient être créées, des témoins qui pourraient être achetés. Elle parlait avec une froideur effrayante, comme si elle discutait du menu du dîner. Son sang se figea dans ses veines. Ce n'était plus seulement des commentaires malveillants ou des regards de mépris. C'était une véritable conspiration, planifiée, exécutée avec précision. Et elle était complètement seule, sans ressources, sans pouvoir, sans personne pour croire en elle si quelque chose arrivait. Ce serait sa parole contre celle de la cousine d'un milliardaire. Il ne fallait pas être un génie pour savoir qui gagnerait cette bataille. Elle retourna dans la chambre en marchant légèrement, le cœur battant si fort qu'elle était sûre de réveiller la fille.
Elle s'assit sur le lit, tremblante, essayant de penser clairement. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose de concret pour la protéger lorsque l'attaque viendrait. Car elle viendrait, c'était clair maintenant. Ce n'était qu'une question de temps. Elle commença à tout documenter. Elle prit le vieux téléphone et commença à prendre des photos. Photos des documents qu'elle trouvait éparpillés dans la maison. Photos des conversations qu'elle entendait. Elle commença à enregistrer des audios des discussions, des commentaires venimeux, de tout ce qui pourrait servir plus tard comme preuve. Elle rangeait tout dans un dossier caché sur le téléphone, protégé par un mot de passe. La gouvernante, qui avait été la première à l'alerter au sujet de la cousine, commença à aider discrètement. Elle laissait les portes ouvertes aux moments opportuns. Elle commentait les réunions importantes qui allaient avoir lieu. Elle transmettait des informations précieuses déguisées en potins innocents. Elle avait ses propres raisons de vouloir voir la cousine échouer, et dans cette maison, l'ennemi de son ennemi était son allié. Elle découvrit des choses qu'elle ne cherchait pas. Elle découvrit que la mère du garçon n'était pas morte de cause naturelle, comme tout le monde le disait. C'était un accident de voiture, mais il y avait des questions sans réponse sur cet accident. Des questions que la police avait classées trop rapidement, des enquêtes terminées sans conclusion. Elle découvrit aussi que la cousine était désespérée. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou de la méchanceté gratuite. L'entreprise traversait une restructuration et elle serait écartée. Elle perdrait sa position, son salaire exorbitant, son accès à l'argent de la famille. Et elle faisait tout pour empêcher cela, y compris essayer de prouver qu'il était manipulé, qu'il n'était pas en état de prendre des décisions rationnelles. Et elle, la pauvre femme qui était apparue de nulle part et avait gagné la confiance de lui et de son fils, était la preuve parfaite de cette prétendue manipulation. Elle était la preuve vivante qu'il avait perdu le jugement, qu'il était vulnérable, qu'il devait être écarté du contrôle de l'entreprise. Du moins, c'est ainsi que la cousine prévoyait de présenter la situation au conseil. Le plan était brillant dans sa cruauté. La cousine allait mettre en place des preuves qu'elle volait. D'abord de petites choses, des bijoux sans importance, de l'argent dans les tiroirs. Puis des choses plus importantes, documents importants, informations confidentielles de l'entreprise. Elle construirait un dossier si solide qu'il n'y aurait aucun moyen de se défendre. Et quand elle serait arrêtée, cela prouverait qu'il avait si mauvais jugement qu'il avait mis une criminelle pour s'occuper de son propre fils. Elle devait agir en premier. Elle devait renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Elle n'avait pas de pouvoir, pas d'influence, rien d'autre que la vérité. Et la vérité, elle l'avait appris depuis longtemps, était rarement suffisante quand on lutte contre des gens puissants. C'est alors qu'elle se souvint des caméras. Toute la maison était couverte par des caméras de sécurité. Il en avait parlé le premier jour, disant que c'était pour protéger le garçon. Les enregistrements étaient stockés sur un serveur, accessible seulement à lui et au chef de la sécurité. Mais si elle pouvait accéder à ces enregistrements, elle aurait la preuve de tout. Preuve de ses actions, preuve qu'elle n'avait jamais rien volé, preuve des conspirations de la cousine. Le problème était de savoir comment obtenir cet accès. Elle ne comprenait rien à la technologie, ne savait pas hacker des systèmes ou contourner des mots de passe. Mais elle connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être savoir. Le frère d'une amie du vieux quartier travaillait avec des ordinateurs. Elle n'avait pas vu cet ami depuis qu'elle avait déménagé, mais avait encore son numéro. Elle appela un après-midi alors qu'elle était seule dans sa chambre. L'amie répondit, surprise, heureuse d'avoir de ses nouvelles. Elles parlèrent rapidement, elle expliqua qu'elle avait besoin d'aide pour un problème technique. L'amie ne posa pas de questions, donna simplement le contact du frère. Elle dit qu'il était compétent, discret, et ne posait pas de questions indiscrètes. Elle l'appela cette même nuit. Elle expliqua les bases sans donner trop de détails. Il écouta en silence, puis donna des instructions précises sur ce qu'elle devait découvrir. Type de système, marque des caméras, emplacement du serveur. Elle promit d'obtenir les informations et raccrocha avant que quelqu'un ne remarque. Dans les jours suivants, elle devint une espionne dans sa propre maison. Elle cherchait des informations sans que cela paraisse. Elle posait des questions au personnel de sécurité de manière casuale. Elle observait quand ils accédaient aux ordinateurs, essayant de mémoriser les séquences de numéros et les mots de passe. C'était risqué, mais elle n'avait pas le choix. La cousine intensifia les attaques. Elle commença à faire des accusations directes maintenant. Elle disait que des objets disparaissaient dans la maison. Un bracelet ici, une montre là. Rien de suffisamment important pour appeler immédiatement la police, mais assez pour semer le doute. Pour que tout le monde commence à la regarder avec suspicion. Elle voyait les faits sur les autres employés. La façon dont ils éloignaient les objets de valeur quand elle entrait dans la pièce. Comment ils verrouillaient des tiroirs qui restaient habituellement ouverts.
Comment les conversations s'arrêtaient brusquement quand elle apparaissait. Le siège se resserrait, et elle manquait de temps. Il la coinça finalement un après-midi. Il attendait dans le couloir quand elle sortit de la chambre des enfants. Il bloqua le passage, laissant clairement entendre que cette fois elle ne s'échapperait pas de la conversation. Ses yeux cherchaient les siens, confus, blessés, voulant comprendre pourquoi elle l'évitait. Elle respira profondément et le regarda. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité, elle le regarda directement. Et dit tout. Sur le fait d'avoir découvert qui il était vraiment. Sur le fait de se sentir trompé, manipulé, utilisé. Sur comment elle lui avait fait confiance et qu'il avait menti depuis la première seconde. Les mots sortirent durs, tranchants, chargés de toute la rancune qu'elle avait gardée. Il n'essaya pas de se défendre immédiatement. Il la laissa parler, vider toute sa colère et sa frustration. Quand elle eut fini, respirant fort, tremblante d'émotion, il répondit enfin. Sa voix était basse, fatiguée, mais ferme. Il dit qu'il avait menti, oui. Qu'il avait caché qui il était parce qu'il en avait assez des gens qui ne voyaient que l'argent, qui ne voulaient que quelque chose de lui. Il expliqua que lorsqu'il avait vu cette nuit-là dans la rue sauver un inconnu, il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Quelque chose de réel, authentique, non contaminé par des intérêts. Et il avait eu peur que si elle savait qui il était, cela changerait tout. Qu'elle deviendrait comme les autres, calculatrice, intéressée. Qu'elle le regarderait et ne verrait que des dollars. Elle écouta en silence, les bras croisés, la mâchoire serrée. Une partie d'elle comprenait ce qu'il disait. Une autre partie voyait même la logique tordue de ce raisonnement. Mais la partie blessée, l'humiliée, n'était pas prête à pardonner. Pas encore. Elle lui dit qu'elle avait besoin de temps. Qu'elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance à nouveau. Qu'elle resterait pour les enfants, parce qu'elles avaient besoin d'elle, mais qu'entre eux, il y avait désormais une distance qu'on ne pourrait peut-être jamais franchir. Il hocha lentement la tête, la douleur visible dans ses yeux, mais il ne discuta pas. Il s'éloigna simplement et la laissa partir. Cette nuit-là, elle obtint enfin la dernière information dont elle avait besoin. Le chef de la sécurité avait laissé le bureau déverrouillé pendant 5 minutes pour aller aux toilettes. Elle entra, le cœur battant à tout rompre, et prit rapidement des photos de tout ce qu'elle voyait. Écran de l'ordinateur, notes, manuels. Elle ne savait pas si ce serait suffisant, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle envoya les photos aux spécialistes. Il répondit des heures plus tard en disant que c'était possible, mais risqué. Qu'elle aurait besoin d'un accès physique au serveur pendant au moins 10 minutes. Qu'il y avait une chance d'être découverte. Elle répondit qu'elle comprenait les risques et voulait continuer malgré tout. Il envoya des instructions détaillées. Une clé USB avec un programme spécifique. Étapes précises à suivre. Horaires idéaux lorsque la sécurité était moins stricte. Elle lut tout plusieurs fois jusqu'à mémoriser. Ça ne pouvait pas échouer. Pas de seconde chance. Le matin suivant, elle trouva la première preuve plantée. Un petit bijou de valeur dans le tiroir de sa table de chevet. Clairement placé là par quelqu'un. Son estomac se noua. Ça avait commencé. Le plan de la cousine était en marche. Elle avait au maximum quelques jours avant que l'accusation formelle ne soit portée. Elle prit le bijou avec précaution en utilisant un mouchoir. Elle savait tout sur les empreintes digitales, sur la façon dont les preuves pouvaient être manipulées. Elle le rangea dans un endroit sûr, avec les autres preuves qu'elle avait collectées. Puis elle sortit de la chambre comme si de rien n'était, le visage masquant le calme qu'elle ne ressentait pas. Elle passa toute la journée avec les enfants, jouant, riant, feignant la normalité. Mais son esprit était à des kilomètres de là, planifiant chaque étape de l'opération nocturne. Révisant mentalement les instructions, les problèmes possibles, les solutions alternatives. Elle ne pouvait pas échouer. Tout dépendait de cela. Quand la nuit arriva et que la maison fut enfin silencieuse, elle mit le plan à exécution. Elle attendit d'être sûre que tout le monde dormait. Puis sortit de la chambre pieds nus, marchant doucement sur le sol froid. Chaque ombre semblait une menace. Chaque grincement de la maison sonnait comme une alarme. Mais elle continua de bouger, contrôlant sa respiration, forçant la panique à rester en dessous. Le serveur se trouvait dans un placard verrouillé au sous-sol. Elle avait découvert où le chef de la sécurité cachait la clé de secours. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber le trousseau. Elle réussit enfin à déverrouiller la porte. Le petit local était rempli d'équipements clignotants, illuminant tout d'une lumière bleutée fantomatique. Elle trouva le serveur correct, connecta la clé USB comme indiqué. L'écran de l'ordinateur s'alluma, des lignes de code défilèrent rapidement. Le programme faisait ce qu'il devait faire. Elle regarda l'horloge. 10 minutes. Elle avait besoin de 10 minutes sans être découverte.
Les 5 premières minutes passèrent à une vitesse agonisante. Chaque seconde semblait une éternité. Elle regardait alternativement l'écran et la porte, s'attendant à ce que quelqu'un entre à tout moment. Mais personne ne vint. Le couloir resta silencieux. Aux 7e minute, elle entendit des pas. Son cœur faillit s'arrêter. Quelqu'un descendait les escaliers, se dirigeant vers le sous-sol. Les pas devenaient plus forts, plus proches. Elle regarda l'écran. Le programme n'était pas terminé. Il restait encore des données à copier. Elle ne pouvait pas se déconnecter maintenant ou elle perdrait tout. Les pas s'arrêtèrent juste à l'extérieur de la porte. Elle retint son souffle, tout le corps figé. Elle resta là, attendant que la poignée tourne, attendant d'être découverte et que tout s'écroule. Mais ensuite, les pas reprirent, s'éloignant dans la direction opposée. Qui que ce fût, était simplement passé par là. Elle laissa échapper l'air dans une explosion silencieuse. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle avait du mal à les garder immobiles. Mais le programme se termina enfin. L'écran afficha un message de succès. Elle déconnecta la clé USB avec précaution, effaça toute preuve de sa présence, referma tout à clé. Elle retourna dans la chambre en état de choc. Elle y était parvenue. Contre toute attente, elle avait réellement réussi. Elle avait maintenant des copies de tous les enregistrements de sécurité des derniers mois. La preuve de tout ce qui s'était passé dans cette maison. La preuve de son innocence. La preuve des conspirations contre elle. Elle rangea la clé USB dans l'endroit le plus sûr auquel elle pouvait penser. Puis elle se coucha, toujours habillée, le corps tout tremblant à cause de la poussée d'adrénaline. Elle ne dormit pas pendant des heures, restant simplement là à regarder le plafond, à assimiler ce qu'elle avait fait, à se préparer mentalement à ce qui allait encore arriver. Car ce n'était que le début. Elle avait maintenant les preuves, mais devait encore les utiliser correctement. Au bon moment. Contre les bonnes personnes. Un mauvais mouvement et tout pouvait lui exploser au visage. Mais pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle sentait avoir un certain contrôle sur son propre destin. La réunion du conseil a été fixée à un vendredi après-midi. Elle l'a découvert par hasard, en écoutant la cousine parler au téléphone avec quelqu'un. Le ton était celui d'une victoire anticipée, confiant, presque joyeux. Le piège était prêt. Toutes les pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'à présenter les preuves et regarder tout s'effondrer. Elle avait 2 jours pour agir. 2 jours pour découvrir comment utiliser ce qu'elle avait en main de la manière la plus efficace possible. Elle passa la nuit de mercredi éveillée, regardant les vidéos sur le vieil ordinateur portable qu'elle avait acheté avec ses économies. Les images étaient claires, nettes, accablantes. Elle montrait tout. Elle montrait la cousine entrant dans sa chambre lorsqu'elle était absente. Elle montrait cette dernière plaçant des objets dans les tiroirs, plantant les preuves avec un soin méticuleux. Elle montrait des conversations murmurées dans les couloirs, des paiements discrets aux employés, des documents modifiés. C'était plus que suffisant. C'était dévastateur. Mais avoir les preuves ne suffisait pas. Il fallait les présenter correctement, au bon moment, aux bonnes personnes. Si elle se contentait de les montrer à lui, la cousine pourrait prétendre qu'il s'agissait de falsification, qu'elle avait manipulé les vidéos, qu'il s'agissait d'une tentative désespérée d'une femme acculée. Il lui fallait quelque chose de plus définitif. C'est alors qu'elle se souvint de l'avocat. Il en avait parlé une fois, lors d'un dîner, à propos de l'avocat de la famille. Un vieil homme, qui travaillait avec son grand-père, qui connaissait tous les secrets, qui était, selon ses mots, le seul homme en qui il avait une confiance totale. Si elle pouvait atteindre cet avocat avant la réunion, elle aurait peut-être une chance. Elle obtint le contact grâce à la gouvernante. Elle téléphona jeudi matin, le cœur battant la chamade. La secrétaire répondit avec cette efficacité glaciale typique des bureaux UP. Elle expliqua qui elle était, dit qu'elle avait des informations urgentes sur une fraude impliquant la famille. La secrétaire hésita, puis la mit en attente. 3 minutes éternelles s'écoulèrent. Puis une voix masculine répondit, grave et fatiguée. L'avocat. Il alla droit au but. Il demanda ce qu'elle avait. Elle expliqua brièvement, sans entrer dans les détails par téléphone. Elle mentionna simplement qu'elle possédait des preuves vidéo de conspiration, de fraude et de plantage de preuves. Il resta silencieux un long moment. Puis il lui dit de se rendre immédiatement à son bureau. Il donna l'adresse, précisa de ne le dire à personne. Il accentua le mot « personne » d'une manière qui laissa entendre que cela incluait son patron. Elle acquiesça, raccrocha, et quitta la maison en disant qu'elle allait faire des courses avec les enfants. Elle laissa la fille à l'école et prit le métro pour le centre-ville. Le bureau se trouvait dans un immeuble ancien et imposant. Le genre d'endroit où l'argent ancien va protéger ses secrets. Elle se sentit complètement hors de sa place dans l'ascenseur en acajou et miroir.
Mais lorsque les portes s'ouvrirent au 15e étage, elle redressa la colonne vertébrale et entra comme si elle avait pleinement le droit d'être là. L'avocat était exactement comme elle l'avait imaginé. Cheveux blancs, costume cher mais démodé, yeux ayant trop vu pour être facilement surpris. Il l'accueillit personnellement, congédia la secrétaire, ferma la porte du bureau d'un clic définitif. Il lui montra une chaise en cuir. Elle s'assit. Il ne perdit pas de temps en politesse. Il demanda à voir les preuves. Elle connecta la clé USB à son ordinateur portable, ouvrit les fichiers. Il regarda en silence, le visage impassible. Mais elle vit ses yeux se plisser, sa mâchoire se serrer. Elle vit le moment exact où il comprit l'ampleur de ce qu'il voyait. Quand les vidéos se terminèrent, il resta assis en silence pendant une minute entière. Puis il se leva, alla jusqu'à la fenêtre, regarda la ville en contrebas. Ses mains étaient croisées dans le dos, les épaules tendues. Enfin, il se retourna et la regarda avec une expression qu'elle ne put totalement déchiffrer. Il dit qu'elle avait fait quelque chose de très dangereux en obtenant ces enregistrements. Qu'elle s'était mise en grand danger. Mais qu'elle avait fait la bonne chose. Que cette femme essayait de détruire non seulement elle, mais toute l'entreprise que 3 générations avaient construite. Et qu'il n'allait pas le permettre. Il expliqua le plan. La réunion du conseil était prévue pour le lendemain à 15 heures. La cousine prévoyait de présenter les accusations contre elle, d'utiliser cela comme preuve que son patron était incompétent, qu'il devait être écarté. Elle avait les votes nécessaires au conseil, avait fait pression sur les bonnes personnes, avait fait les promesses nécessaires. Mais maintenant, ils avaient quelque chose de mieux. Ils avaient la vérité. Et la vérité, présentée au bon moment et de la bonne manière, était plus puissante que n'importe quel mensonge. Il allait s'assurer qu'elle soit présente à cette réunion. Qu'elle ait la chance de montrer ce qu'elle avait découvert. Que la cousine soit exposée devant tous. Elle rentra chez elle cet après-midi-là, dans un état de nervosité contrôlée. Elle savait qu'elle risquait tout. Si quelque chose tournait mal, si la cousine découvrait avant la réunion, elle serait complètement vulnérable. Mais elle était allée trop loin pour abandonner maintenant. Elle devait voir cela jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La nuit passa dans une lenteur torturante. Elle ne put manger au dîner, l'estomac trop noué. La fille demanda si tout allait bien. Elle força un sourire, dit qu'elle était juste fatiguée. Mais sa fille la connaissait trop bien. Elle lui prit la main sous la table, un geste silencieux de soutien qui faillit la faire s'effondrer sur place. Il le remarqua aussi. Il tenta de lui parler après le dîner, mais elle détourna à nouveau. Elle ne pouvait pas parler. Pas encore. Il fallait que tout se déroule exactement comme prévu. Toute intervention de sa part pourrait tout gâcher. La cousine observait chaque mouvement, chaque interaction. Un faux pas, et elle remarquerait que quelque chose avait changé. Le vendredi matin, elle se réveilla avec un nœud à l'estomac, si serré qu'elle avait du mal à respirer. Elle enfila sa tenue la plus formelle, un chemisier simple et un pantalon noir. Rien à voir avec les vêtements coûteux que porterait la cousine, mais c'était le mieux qu'elle possédait. Elle attacha ses cheveux, mit un rouge à lèvres discret, se regarda dans le miroir en cherchant le courage dans son propre reflet. L'avocat appela à midi. Il dit que tout était prêt. Qu'elle devait arriver au siège de l'entreprise à 14h45. Qu'elle entre par la porte latérale à l'arrière, où quelqu'un l'attendrait pour l'emmener jusqu'à la salle du conseil. Qu'elle ne s'inquiète pas, il s'occuperait de tout. Sa voix était ferme, rassurante, mais elle percevait une tension sous-jacente. Elle quitta la maison à 14 heures. Elle dit à la gouvernante qu'elle allait chercher la fille un peu plus tôt à l'école. La gouvernante la regarda avec une expression étrange, comme si elle savait qu'il y avait plus dans l'histoire. Mais elle se contenta d'acquiescer et lui souhaita bonne chance d'un murmure si bas qu'elle l'entendit à peine. Peut-être que la femme savait quelque chose. Peut-être avait-elle ses propres raisons de soutenir sa cause. Le siège de l'entreprise était encore plus imposant que le bureau de l'avocat. Vert et acier s'élevant sur 40 étages, dominant l'horizon. Elle entra par la porte latérale, comme on le lui avait indiqué. Un homme en costume attendait, vérifia son identité rapidement, et lui fit signe de le suivre. Il ne prononça pas un mot pendant tout le trajet. Ils prirent un ascenseur privé, montant directement au dernier étage. Les parois étaient miroitantes, montrant de multiples versions d'elle-même, toutes semblant aussi apeurées les unes que les autres. Elle respira profondément, expira lentement, essayant de calmer ses nerfs. L'ascenseur s'arrêta avec un petit ding. Les portes s'ouvrirent. L'avocat l'attendait à l'extérieur. Il la conduisit dans une petite salle à côté de la salle du conseil. À travers la paroi de verre, elle pouvait voir la grande table de réunion, les fauteuils en cuir, les membres du conseil commençant à arriver. Puis elle le vit entrer, l'air fatigué et tendu. La cousine entra juste derrière, radieuse, confiante.
L'avocat expliqua à nouveau comment cela se déroulerait. La cousine ferait sa présentation en premier. Elle montrerait les supposées preuves de vol, d'incompétence administrative, de jugement compromis. Elle tenterait d'obtenir les votes nécessaires pour l'écarter. Ce n'est qu'alors qu'il interromprait et demanderait qu'elle entre. C'était théâtral, mais nécessaire. Il fallait que la cousine s'enfonce complètement avant de révéler la vérité. La réunion commença exactement à 15 heures. Elle regardait à travers le verre, incapable d'entendre mais voyant tout. Elle vit la cousine se lever, commencer sa présentation. Elle vit les visages des membres du conseil, certains choqués, d'autres sceptiques. Elle le vit assis en silence, le visage impassible, écoutant simplement les accusations s'accumuler. La cousine était dans son élément. Elle gesticulait, pointait des diapositives sur un grand écran, distribuait des documents. C'était une performance convaincante. Elle devait admettre que, sans connaître la vérité, elle aurait peut-être cru elle-même. Cette femme avait un talent pour mentir, pour manipuler, pour tordre les faits jusqu'à ce qu'ils paraissent totalement différents. Puis la cousine montra les photos. Agrandies à l'écran pour que tout le monde voie. Les bijoux qui auraient été volés. Les documents qui auraient soi-disant disparu. Et enfin, des photos d'elle-même, prises secrètement, pour la faire paraître suspecte, furtive, coupable. C'était un montage brillant. Faux, mais brillant. La cousine conclut sa présentation par un appel émotionnel. Elle parla de l'héritage de la famille, de la responsabilité, de la nécessité de prendre des décisions difficiles pour protéger tout ce qu'ils avaient construit. Elle demanda de voter pour la destitution temporaire de son patron, jusqu'à ce que la situation soit résolue. Certains membres semblaient déjà convaincus. C'est alors que l'avocat se leva. Toute la salle se tourna pour le regarder. Il demanda la permission de présenter des preuves supplémentaires avant le vote. Le président du conseil, un vieil homme à la moustache blanche, hésita. La cousine protesta, dit que c'était irrégulier, que la réunion devait se dérouler comme prévu. Mais l'avocat insista, et sa réputation avait suffisamment de poids pour être écoutée. Il fit un geste vers elle. C'était le moment. Elle se leva, les jambes tremblantes, et entra dans la salle du conseil. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle vit son expression passer de la surprise à la confusion. Elle vit la cousine pâlir, les yeux écarquillés de choc et de peur. Elle vit les membres du conseil s'échanger des regards, ne comprenant pas ce qui se passait. L'avocat connecta la clé USB au système de présentation. L'écran qui montrait quelques instants auparavant les accusations contre elle affichait maintenant autre chose. Cela montrait la vérité. Il commença à diffuser les vidéos. Une par une. Chronologiquement. Méthodiquement. Sans précipitation. La première vidéo montrait la cousine entrant dans sa chambre lorsqu'elle était absente. Elle la montrait en train de regarder autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule. Elle la montrait prenant un bijou dans sa poche et le plaçant soigneusement dans le tiroir. L'horodatage de l'enregistrement était clair. Date et heure incontestable. La deuxième vidéo montrait une conversation dans un couloir vide. La cousine offrant de l'argent à une employée en échange d'un faux témoignage. L'employé hésitant, puis acceptant l'enveloppe. Les deux regardant nerveusement autour avant de se séparer. Tout capté en haute définition par les caméras de sécurité. La troisième vidéo montrait la cousine dans le bureau privé, tard dans la nuit, modifiant des documents financiers. Remplaçant des pages, falsifiant des signatures. Travaillant avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait plusieurs fois auparavant. Elle ne savait même pas qu'il y avait une caméra dans ce bureau. Mais il y en avait une. La salle était dans un silence absolu. Personne ne bougeait. Tous les yeux fixés sur l'écran, regardant la preuve irréfutable de conspiration, fraude et falsification. La cousine était figée sur sa chaise, le visage blanc comme du papier. Elle tenta de parler, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son ne sortit. L'avocat diffusa 3 autres vidéos. Puis 2 de plus. Chacune plus accablante que la précédente. Elle montrait un réseau élaboré de mensonges et de manipulations. Elle montrait des années de petites trahisons accumulées. Elle montrait que ce n'était pas un plan récent, mais quelque chose qui se construisait depuis longtemps. Lorsque les vidéos se terminèrent, l'avocat se tourna vers le conseil. Il dit qu'il possédait des copies authentifiées de tous ces enregistrements déjà envoyés aux autorités compétentes. Que des enquêtes formelles seraient ouvertes. Que cela dépassait les questions d'entreprise, entrant dans le domaine criminel. La salle éclata en discussions animées. La cousine trouva enfin la parole. Elle commença à crier, accusant de manipulation, affirmant que les vidéos étaient fausses, qu'il s'agissait d'une conspiration contre elle. Mais sa voix semblait désespérée, hystérique. Personne ne la croyait.
Les membres du conseil s'éloignaient d'elle comme si elle était contagieuse. Comme si la simple proximité pouvait les contaminer. Le président du conseil se leva. D'une voix formelle et froide, il annonça que la réunion était suspendue. Que la cousine était immédiatement écartée de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Que des avocats seraient contactés. Que des mesures légales seraient prises. La cousine tenta de protester à nouveau, mais 2 agents de sécurité entraient déjà dans la salle, convoqués par le président. Elle fut escortée dehors en criant encore des menaces et des accusations. Sa voix résonnait dans le couloir, s'éloignant de plus en plus, jusqu'à finalement se taire lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent. La salle resta dans un silence pesant pendant un long moment. Puis le président se tourna vers elle et se pencha légèrement, dans un geste de respect qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir de cet homme. Il se leva et traversa la salle. Il s'arrêta devant elle, les yeux cherchant les siens. Il y avait tant d'émotions dans ce regard. Choc, gratitude, admiration, quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas encore nommer. Il tenta de parler, mais elle secoua la tête. Pas ici. Pas devant tout le monde. Plus tard. Ils en parleraient plus tard. L'avocat l'accompagna dehors. Dans le couloir, à l'abri des oreilles du conseil, il dit qu'elle avait été extraordinairement courageuse. Qu'elle avait sauvé non seulement sa propre réputation, mais toute l'entreprise. Que la famille lui était redevable. Elle se contenta d'acquiescer, trop fatiguée pour assimiler complètement ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle sortit enfin du bâtiment, le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de rouge. Elle s'arrêta sur le trottoir, respira l'air de l'après-midi, sentit le poids quitter ses épaules. C'était fini. Vraiment fini. La menace avait été neutralisée. La vérité avait triomphé. Elle était en sécurité. Sa fille était en sécurité. Elle prit le téléphone et appela l'école. Elle dit qu'elle viendrait chercher la fille un peu en retard. La secrétaire répondit que ce n'était pas un problème. Elle raccrocha et resta un moment sur le trottoir, simplement existant, respirant, laissant enfin la réalité de sa réussite pénétrer. Elle avait affronté des gens puissants et avait gagné. Elle avait joué leur jeu et en était sortie victorieuse. Non pas parce qu'elle avait de l'argent, du pouvoir ou de l'influence, mais parce qu'elle avait la vérité de son côté et le courage suffisant pour se battre pour elle. Et personne, jamais, ne pourrait plus lui enlever cela. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cet après-midi dans la salle du conseil. 3 semaines qui semblaient avoir duré toute une vie. Le manoir avait changé de façon palpable. L'air lourd qui étouffait auparavant toutes les pièces s'était dissipé comme de la fumée. Les gens se déplaçaient plus légèrement, souriaient plus facilement, respiraient sans cette peur constante sur les épaules. La cousine avait été formellement licenciée et faisait face à de multiples accusations criminelles. Fraude, conspiration, falsification de documents, tentative d'extorsion. La liste s'allongeait chaque jour à mesure que les enquêteurs découvraient davantage sur ses actions au fil des années. Elle avait des avocats coûteux tentant de minimiser les dommages, mais les preuves étaient trop solides. Cette fois, il n'y avait aucun moyen d'échapper à la justice. Certains employés qui avaient été ses complices avaient également été écartés. La gouvernante qui l'avait aidée avait été épargnée, considérant qu'elle s'était retournée contre la cousine au moment crucial et avait fourni des informations précieuses. Elle restait dans la maison, mais maintenant elle traitait tout le monde avec un respect véritable qui n'existait pas auparavant. Les hiérarchies artificielles commençaient à s'effondrer. Le garçon avait complètement épanoui. Il était difficile de le reconnaître comme l'enfant silencieux et effacé qu'elle avait rencontré quelques mois auparavant. Il courait maintenant dans le jardin, riait aux éclats, faisait des bêtises comme n'importe quel garçon de son âge devrait le faire. Il était retourné à l'école et les enseignants rapportaient des progrès remarquables. La lumière était revenue dans ses yeux. Lui et sa fille étaient devenus inséparables. Ils étaient comme de vrais frères et sœurs, se disputant parfois mais se réconciliant toujours quelques minutes plus tard. Ils inventaient des jeux élaborés, construisaient des forts avec des draps, partageaient des secrets chuchotés tard dans la nuit. Les voir ensemble réchauffait son cœur d'une manière qu'elle ne savait pas possible. La petite fille s'était adaptée à sa nouvelle vie mieux qu'elle ne l'avait espéré. Elle restait l'enfant douce et empathique qu'elle avait toujours été, mais avec une nouvelle assurance. Il n'y avait plus cette peur constante dans ses yeux, cette inquiétude que tout pouvait disparaître à tout moment. Elle pouvait enfin être simplement une enfant, sans porter le poids des préoccupations d'adulte. L'école qu'elle fréquentait maintenant était complètement différente de l'ancienne. Elle avait une grande bibliothèque, des laboratoires, des enseignants dévoués. Elle rentrait chaque jour à la maison avec des histoires animées sur ce qu'elle avait appris. Ses cahiers étaient remplis de dessins colorés et de mots écrits avec un soin croissant. Elle recevait enfin l'éducation qu'elle méritait. Elle-même avait changé aussi. Pas seulement extérieurement,
bien que les vêtements neufs et les cheveux soignés faisaient une différence. Mais intérieurement, il y avait une force en elle maintenant qui n'existait pas auparavant. Une confiance qui venait d'avoir affronté le pire et d'avoir survécu. D'avoir regardé la peur en face et de ne pas avoir cligné des yeux en premier. La relation entre elle et lui restait compliquée. Ils parlaient davantage maintenant, sans la tension et les malentendus qui avaient créé des murs entre eux. Il s'était excusé formellement, non seulement pour les mensonges initiaux, mais pour l'avoir placé dans cette situation dangereuse sans protection adéquate. Il admit avoir été égoïste, avoir pensé seulement à son fils et non aux conséquences pour elle. Elle accepta les excuses, mais fit clairement comprendre que la confiance était quelque chose à reconstruire brique par brique. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Il comprit et respecta l'espace dont elle avait besoin. Il ne la pressa pas, n'essaya pas de forcer la proximité. Il était simplement là, présent, constant, prouvant par ses actions et non seulement par ses paroles qu'il avait changé. Il y avait toutefois des moments où leurs regards se croisaient à travers la pièce et quelque chose passait entre eux. Quelque chose de non dit mais intensément ressenti. Des moments où leurs mains se touchaient accidentellement et l'électricité qui passait était impossible à ignorer. Des moments où elle se surprenait à penser à lui tard dans la nuit et devait forcer ses pensées dans une autre direction. Mais elle avait peur. Peur que tout ce qui dépasse la relation professionnelle, qu'ils avaient ruine la stabilité qu'elle avait enfin obtenue. Peur que, si elle ouvrait complètement son cœur, il soit brisé lorsque les différences entre leurs mondes deviendraient trop grandes. Peur de répéter les erreurs du passé, de faire confiance à la mauvaise personne encore une fois. Une nuit, quelques semaines après la réunion du conseil, il la trouva seule dans la bibliothèque. Elle lisait un livre, enroulé dans un grand fauteuil près de la cheminée. Il entra silencieusement, la faisant presque sursauter. Il s'excusa pour le sursaut, puis demanda s'il pouvait parler. Vraiment parler, sans interruption, sans enfant, sans employé. Elle ferma le livre et acquiesça. Il s'assit dans le fauteuil en face, les mains croisées, clairement nerveux. C'était étrange de le voir ainsi, cet homme qui dirigeait une entreprise milliardaire avec une confiance absolue. Mais là, dans cette pièce, il semblait juste humain. Vulnérable. Réel. Il parla de son épouse. Pour la première fois, il parla vraiment d'elle. De comment ils s'étaient rencontrés jeunes, étaient tombés amoureux rapidement, s'étaient mariés contre la volonté des familles. De leur bonheur au début, avant que les pressions de la vie et des affaires ne commencent à créer des fissures. De comment ils s'étaient consacrés tellement au travail qu'ils n'avaient pas vu qu'elle s'éloignait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il raconta l'accident. Comment cela avait été soudain, sans avertissement. Comment à un moment elle était là et au suivant, elle avait disparu pour toujours. De la culpabilité qu'il portait, pensant à toutes les conversations qu'il n'avait pas eues, tous les moments gaspillés en réunions inutiles alors qu'il aurait pu être à la maison. De son serment de ne plus jamais laisser le travail passer avant la famille. Puis vint la dépression du fils. Et il ne savait pas comment gérer. Il avait engagé des spécialistes, acheté tout ce qu'il pensait pouvoir aider, mais rien ne fonctionnait. Il voyait le garçon dépérir et se sentait complètement impuissant. Jusqu'à cette nuit pluvieuse où il la vit dans la rue, donnant tout ce qu'elle avait pour sauver un étranger. Et il sut qu'elle était ce dont le fils avait besoin. Il admit avoir menti depuis le début. Qu'il avait créé l'histoire de l'administrateur parce qu'il en avait assez que les gens s'approchent de lui uniquement pour l'argent. Qu'il voulait, pour une fois, être vu comme simplement un homme. Pas un PDG, pas un milliardaire, juste lui. Et quand elle l'avait regardé lors de leur première conversation, il avait vu quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis des années. Quelque chose de véritable. Elle écouta en silence. Quand il eut fini, ils restèrent assis sans parler pendant un long moment. La cheminée crépitait doucement, remplissant le silence de son rythme constant. Elle pouvait sentir le poids de ses mots, la sincérité derrière chaque confession. Une partie d'elle voulait rester en colère, s'accrocher à la rancune comme protection. Mais une autre partie, plus grande, comprenait. Elle lui dit qu'elle appréciait son honnêteté. Qu'elle comprenait les raisons derrière les mensonges, même si elle ne les excusait pas complètement. Qu'elle portait aussi des cicatrices, avait aussi été blessée en faisant confiance aux mauvaises personnes. Que le père de sa fille l'avait utilisée, abandonnée quand elle en avait le plus besoin, laissée seule et enceinte sans se retourner. Elle expliqua combien il avait été difficile d'élever un enfant seul. Comment elle avait travaillé dans 3 emplois simultanément, juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Comment elle avait sauté des repas pour s'assurer que la fille mange. Comment elle avait dormi dans des abris quand elle ne pouvait pas payer le loyer. Comment chaque jour était une bataille juste pour survivre jusqu'au lendemain. Et malgré tout, elle ne s'était jamais repentie. Parce que sa fille était la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'était la raison pour laquelle elle se levait chaque matin. C'était la lumière qui la guidait à travers l'obscurité.
Et elle ferait n'importe quel sacrifice, affronterait n'importe quel obstacle, supporterait n'importe quelle douleur pour offrir à cette fille une meilleure vie. C'est pourquoi elle accepta son travail. Pas pour l'argent, bien qu'elle en ait certainement besoin, mais pour la chance. La chance de donner à sa fille éducation, sécurité, opportunité qu'elle-même n'avait jamais eue. La chance de briser le cycle de pauvreté qui avait emprisonné des générations de sa famille. La chance de prouver que l'origine ne définit pas le destin. Il écouta tout sans interrompre. Quand elle eut fini, ses yeux brillaient de larmes non versées. Il se leva, traversa la pièce jusqu'à elle, s'agenouilla à côté du fauteuil. Il prit sa main dans les siennes, la tenant délicatement comme si c'était quelque chose de précieux. Il lui dit qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Qu'il admirait son courage, sa résilience, sa capacité à aimer inconditionnellement malgré tout. Puis il dit quelque chose qui fit battre son cœur à l'arrêt. Il dit qu'il était tombé amoureux d'elle. Qu'il savait que c'était compliqué, qu'il y avait 1000 raisons pour lesquelles cela ne devrait pas marcher. Mais qu'il ne pouvait plus faire semblant de ne pas ressentir. Qu'il se réveillait chaque matin en pensant à elle. Qu'il voyait son visage quand il fermait les yeux le soir. Qu'elle avait apporté de la lumière non seulement dans la vie de son fils, mais dans la sienne également. Elle ne sut que répondre. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, mêlés de peur et d'espoir et d'une douzaine d'autres émotions qu'elle ne pouvait nommer. Puis il se pencha et l'embrassa. Ce fut doux, hésitant, lui laissant tout le temps du monde pour se retirer si elle le voulait. Mais elle ne se retira pas. Au contraire, elle répondit au baiser, laissant toutes les barrières qu'elle avait construites s'effondrer enfin. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. Elle appuya son front contre le sien, les yeux fermés, ressentant simplement ce moment. Elle murmura qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Qu'elle s'était battue contre eux, essayait de les ignorer, mais qu'ils étaient là malgré tout. Obstinés, insistants, impossible à nier. Mais elle dit aussi qu'elle avait peur. Peur que cela ne soit pas réel. Peur que, éventuellement, la nouveauté disparaisse et qu'il réalise qu'elle n'appartient pas à ce monde. Que la différence entre eux soit trop grande. Que tôt ou tard, la réalité détruise toute fantaisie qu'ils auraient construite. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Il dit qu'il comprenait ses peurs, qu'il partageait certaines d'entre elles, mais qu'il était prêt à essayer, qu'il croyait que ce qu'ils avaient était réel, valait la peine de se battre pour cela, qu'il se moquait des différences de classe, d'argent ou de passé, qu'il se souciait seulement d'elle, de qui elle était, du futur qu'ils pouvaient construire ensemble. Elle laissa enfin un sourire apparaître. Petit, hésitant, mais sincère. Elle dit qu'il pourrait peut-être essayer. Lentement, un jour à la fois, sans pression ni attentes impossibles. Juste voir où ce chemin les mènerait. Il acquiesça immédiatement, le visage illuminé d'un sourire à son tour. Les mois suivants furent différents. Ils ne cachèrent pas leur relation, mais ne firent pas non plus de grands tapages. Les enfants remarquèrent les changements et étaient ravis. Ils avaient déjà commenté plusieurs fois combien ce serait bien si tout le monde pouvait être une vraie famille. Maintenant, ce rêve d'enfant semblait pouvoir devenir réalité. Elle continua de travailler, insista sur ce point. Elle ne voulait pas être maintenue, ne voulait pas dépendre complètement de lui. Elle avait besoin de son indépendance, de savoir qu'elle pourrait subvenir à ses besoins si nécessaires. Il comprit et respecta cela. Mais ils ajustèrent ses responsabilités, lui donnant un rôle plus formel dans la gestion de la maison. Salaire juste, avec tous les avantages appropriés. Elle recommença à étudier. Elle avait quitté l'école il y a des années lorsqu'elle était tombée enceinte, mais avait toujours voulu terminer. Il organisa des cours particuliers, puis l'inscrivit dans un programme de diplôme du soir. Il était difficile de concilier études, travail et maternité, mais elle était déterminée. Et pour la première fois de sa vie, elle avait un vrai soutien. Elle n'avait pas besoin de tout faire seule. La fille s'épanouit encore plus. Voir sa mère heureuse se reflétait dans tout ce qu'elle faisait. Ses notes à l'école étaient excellentes. Elle s'était fait des amis, participait à des activités extrascolaires. Elle avait l'enfance normale qu'elle avait toujours méritée. Et le meilleur, elle n'avait plus cette inquiétude constante que tout puisse disparaître demain. 1 an après cette nuit pluvieuse qui avait tout changé, il organisa une petite cérémonie. Rien d'extravagant ou d'ostentatoire. Juste la famille proche et quelques vrais amis. Il la demanda en mariage simplement, sans théâtre inutile. Juste des mots honnêtes sur l'amour, l'engagement et le désir de passer le reste de sa vie à ses côtés. Elle dit oui. Pas parce qu'il était riche ou puissant, mais parce qu'au cours de tous ces mois, il avait prouvé être l'homme qu'il prétendait être. Il avait été patient, respectueux, présent. Il avait traité sa fille comme la sienne. Il avait soutenu ses rêves même lorsqu'ils étaient différents des siens.
Il l'avait aimée non pas malgré ce qu'elle était, mais à cause de cela. Lors de la cérémonie, petite mais belle, les deux enfants furent demoiselles et pages. Ils pleurèrent de bonheur lorsque les vœux furent échangés. La gouvernante pleura également, heureuse de voir la maison enfin remplie d'amour véritable. Même le vieil avocat apparut, souriant avec approbation en regardant tout se dérouler. Elle regarda l'homme à ses côtés, les enfants souriants, les personnes rassemblées. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver à ce moment. Tous les combats, toutes les larmes, toutes les nuits où elle croyait ne pas pouvoir tenir un jour de plus. Elle pensa à cette nuit pluvieuse où elle avait choisi d'aider un étranger même au prix de tout ce qu'elle possédait. Et elle réalisa que ce seul choix, ce seul moment de compassion, avait changé toute sa vie. Pas parce qu'un homme riche l'avait vue et était tombé amoureux, mais parce qu'elle était restée fidèle à elle-même dans les circonstances les plus difficiles. Parce qu'elle n'avait pas laissé la dureté de la vie endurcir son cœur. Parce qu'elle avait continué à être humaine, gentille, généreuse, même quand elle avait toutes les raisons de devenir amère. Des années plus tard, lorsqu'elle racontait son histoire à d'autres, elle terminait toujours par la même réflexion. La bonté n'est pas faiblesse. La compassion n'est pas naïveté. Aider les autres même lorsque vous avez besoin d'aide vous-même n'est pas de la folie. C'est de la force. C'est du courage. C'est l'humanité dans sa forme la plus pure. Les circonstances peuvent changer. Vous pouvez passer de riche à pauvre ou de pauvre à riche. Vous pouvez tout gagner ou tout perdre. Mais qui vous êtes au fond, les choix que vous faites quand personne ne regarde, les valeurs que vous maintenez même quand elles coûtent tout, c'est ce qui vous définit vraiment. Elle avait commencé avec rien d'autre qu'une fille et un cœur prêt à aider. Elle avait affronté l'injustice, la trahison, la conspiration. Elle avait été testée de toutes les manières possibles. Mais elle est restée fidèle à elle-même. Et à la fin, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui l'a sauvée. C'était sa propre force, son propre courage, son propre refus de devenir autre chose que ce qu'elle était. La vie n'est pas un conte de fées. Toute bonté n'est pas récompensée. Toute lutte n'a pas une fin heureuse. Mais lorsque vous vivez avec intégrité, lorsque vous traitez les autres avec dignité, lorsque vous restez humain, même quand le monde essaie de vous déshumaniser, vous avez déjà gagné. Car personne ne peut vous enlever cela. Personne ne peut détruire ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et si en chemin vous trouvez quelqu'un qui voit votre vraie valeur, qui vous aime non pas pour ce que vous pouvez faire pour lui, mais pour ce que vous êtes, tenez cette personne. Car l'amour véritable, celui qui survit aux tempêtes et devient plus fort à travers les difficultés, c'est le prix le plus rare de tous. Son histoire ne s'est pas terminée lors de cette cérémonie. C'était juste le début d'un nouveau chapitre. Il y aurait plus de défis, plus d'obstacles, plus de moments difficiles. Mais maintenant elle affrontait tout avec quelque chose qu'elle n'avait pas avant. L'espoir, le soutien, et la certitude inébranlable que peu importe ce qui viendrait, elle avait la force de surmonter. Parce qu'elle avait survécu au pire. Elle avait regardé l'abîme et n'était pas tombée. Elle avait choisi la lumière quand il aurait été plus facile de choisir l'obscurité. Et ce choix, répété jour après jour, moment après moment, avait façonné non seulement son destin, mais qui elle deviendrait. Quelqu'un de plus fort que le diamant, plus résilient que l'acier, plus brillant que n'importe quelle richesse matérielle. Si vous avez aimé cette histoire de courage et de dépassement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car à la fin, nous affrontons tous nos propres tempêtes. Et parfois, entendre quelqu'un qui a survécu à la sienne nous donne la force de survivre à la nôtre.